On va terminer par un tout petit chapitre, qui est le grand 7. Qui est le gradient d'un vecteur. Et c'est un tenseur. Alors, on ne va pas vraiment approfondir ce sujet dans ce cours. L'idée, c'est que vous commenciez à avoir une idée de ce que c'est le gradient d'un vecteur pour le deuxième semestre, quand vous ferez d'élasticité et surtout de la mécanique des fluides. Et vous aurez une idée aussi de ce que c'est qu'un tenseur. On va commencer par le gradient d'un vecteur. Pour l'instant, la définie, c'est que le gradient d'un scalaire. Alors, pour avoir le gradient d'un scalaire, on avait dit que on regarde entre un point x et un point x plus dx. Dx étant le vecteur qui relie les deux points. Donc, on fait la différence entre une fonction en x plus dx et une fonction en x. Et on appelle ça le gradient. Ça, on avait appelé aussi df, la différentielle de f. Et là, on va faire la même chose avec un vecteur. On appelle du, enfin dv plutôt, un vecteur. Le dv, c'est v en x plus dx, moins v en x. Donc, vous pouvez imaginer la vitesse dans un fluide et vous regardez la différence de vitesse entre deux points voisins. Et là, ça, on va définir ça comme étant le gradient v sur x. Alors, fois, je ne sais pas encore ce que c'est que ce fois là. Multiplié par dx. Mettre un produit scalaire ou quoi, je sais pas encore. Alors, pour voir justement ce que c'est, on va regarder ce que c'est que du. Du, c'est quoi? Enfin, dv, pardon. Donc, dv, c'est v en x plus dx. C'est-à-dire vx en x plus dx. C'est-à-dire en x plus dx, y plus dy, et z plus dz. C'est vy en x plus dx, y plus dy, z plus dz. Vz en x plus dy, moins vx en x, y plus z. Vy en x, y plus z. Je ne fais que réécrire ce qui est écrit là en développant. Vz en x, y, z. Mais maintenant, vous savez développer ce genre de choses. Vous savez que ça, c'est du dv sur dx, dx plus dv sur dy, dy plus dv sur dz, dz. Cette différence. Ça, c'est dvx sur dx, dx plus dvx sur dy, dx plus dvx sur dz, dz. dvy sur dx, dx. La deuxième ligne, dvy sur dy, dy plus dvy sur dz, dz. Et enfin, d de vz sur dx, dx plus d de vz sur dy, dy, d de vz sur dz, dz.
Alors, maintenant, est-ce qu'on peut mettre ce dv sous la forme gradient v fois dx? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose fois dx? Dx, c'est dy, dx, dy, dz. Est-ce que c'est quelque chose fois ça? Oui, parce que ça, c'est. Je vois bien que c'est une matrice fois un vecteur qui est dx, dy, dz. Qu'est-ce que je peux mettre comme matrice ici? Ouais, donc ici, il y a quoi, par exemple? Premier terme. C'est une matrice 3 par 3. C'est ce que je mets ici. Il y a celui-ci. Deuxième terme, pardon, là j'ai un Y, je me suis trompé. Il y a dy, dx, ici, dz, dx. Ensuite, on continue. Dx, dy, 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 dz, dy, dx, dy, plus dz, pardon. Dy, dz, dz, dz. On a ce qu'on voulait. On a bien du sous la forme quelque chose fois dx. Ça, on va l'appeler le gradient d'un vecteur. Donc le gradient d'un vecteur, c'est un machin qui ressemble à une matrice. C'est ni un scalaire ni un vecteur, c'est autre chose. Donc définition. On appelle gradient V ceci en cartésienne. Aussi défini par dv égale grade de f fois dv. On peut mettre grade de f, grade de v. On peut mettre sous forme de produit scalaire si on veut. On peut noter ça avec un point plus exactement. On note aussi gradient de V. Les deux barres au-dessus parce que c'est un truc à deux dimensions, c'est comme une matrice. Ou on note aussi nabla V. Bon, il y a plusieurs façons de noter ça. Et en notation indicielle, nabla V. C'est composante IJ. Il y a deux composantes, lui, du coup. Il y a deux dimensions. Hein. Il y en a une, il y a des lignes et des colonnes. Donc, ces lignes, les I, les lignes, c'est ce qui est devant, c'est la composante du V. Il y a du V I. Et les colonnes, les J, c'est les dérivés. C'est du DJ et I. Donc ce truc, ce gradient, c'est quelque chose. Il y a deux composantes. Ces composantes sont DJVI. Alors c'est comme cette quantité-là, elle a une expression en cartésienne, et c'est comme un vecteur. Un vecteur, il est intrinsèque
dans l'espace. Et suivant la façon dont on met le repère cartésien, ce n'est pas les mêmes coordonnées cartésiennes, mais c'est le même vecteur. Et là, ça, cette quantité-là, c'est quelque chose qui est intrinsèque au vecteur V. Et cette composante cartésienne, elle varie suivant la façon dont j'ai orienté les coordonnées cartésiennes. Donc, ce gradient de V il est défini indépendamment du repère cartésien, même s'il a une représentation cartésienne. Alors, ça me permet d'arriver sur le fait que gradient V est ce qu'on appelle un tenseur. Monsieur, oui. C'est normal qu'on ait noté TV avec la classe de scalaire de V. Oui, j'ai Vx. Donc on a l'impression, en regardant ça, que gradient V, c'est une matrice. Pas tout à fait. Un vecteur. J'essaie en train d'essayer de vous dire. Un vecteur, c'est un vecteur. On peut le voir comme un vecteur vitesse, par exemple. Quand on écrit V, il y a Vx, Vy, Vz. Ça veut dire qu'on représente ce vecteur par un tableau de nombres. Ce tableau de nombres, il dépend de la façon dont on a orienté le repère. Mais le vecteur, lui, il est indépendant de ce repère. Donc, le tableau de nombres et le vecteur lui-même, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le tableau de nombres, c'est une façon de représenter le vecteur. Et ce tableau de nombres dépend du repère. Le vecteur V, il est indépendant du repère. OK. Après, il se trouve qu'à l'école, on appelle la même chose le tableau de nombres et le vecteur. Les deux, on les appelle des vecteurs. Des fois, on les appelle des vecteurs colonnes, des vecteurs lignes. Des fois, le tableau, on les met à vertical, des fois à l'horizontale. OK. Et puis, vous voyez aussi que le vecteur, vous pouvez non seulement faire bouger les coordonnées cartésiennes, mais prendre des coordonnées sphériques, cylindriques. Et ce tableau de nombres, ce n'est pas le même, suivant que je prenne des coordonnées sphériques, cylindriques, cartésiennes. Donc le tableau, il représente le vecteur, mais il est différent suivant la façon dont je le représente. Donc on dit que le vecteur, lui, il est intrinsèque. C'est intrinsèque, c'est un truc qui existe de façon unique dans l'espace. On représente le tableau, ce vecteur, par des tableaux. Là, c'est pareil avec le tenseur. C'est la même chose. Ici, on a un tableau de nombres. En fait, il y a quelque chose de plus intrinsèque qui est indépendant du repère, c'est ça, c'est gradient V. Donc, quand on définit ce truc-là, gradient V égale une matrice. Ce truc-là, ça ne dépend pas de la façon du repère qu'on choisit. Donc c'est pour ça que on ne dit pas que c'est une matrice, on dit que c'est un tenseur. Ça, c'est un tenseur. Au même titre que ça, c'est un vecteur qui est intrinsèque. Et ce tenseur, on peut le représenter par des matrices. Je pense que si vous avez fait ça en maths, quand vous étiez en prépa, vous avez appelé ça des opérateurs. Un cas particulier d'opérateur qui se représente par des opérateurs linéaires, qui se représente par une matrice, et les opérateurs qui sont des tenseurs, et ils sont intrinsèques, ils ne dépendent pas de la façon du repère choisi. OK. La définition générale d'un tenseur. Définition d'un tenseur d'ordre 2.
Ordre 2, c'est-à-dire qu'il y a une ligne, il y a des lignes et des colonnes. T. Donc, T est un tenseur d'ordre 2 si. C'est quoi un tenseur d'ordre 2? C'est un truc qui a un vecteur qui correspond à un autre vecteur T fois V. C'est un vecteur. Un tenseur, c'est un machin qui a un vecteur associé à un autre vecteur. Par exemple, à Vx, on associe radian U fois X. Radian U, c'est bien un tenseur. Ce qu'on verra par exemple en mécanique, c'est quoi le tenseur des contraintes? Le tenseur des contraintes a une direction V qui associe, on appelle sigma, tenseur des contraintes, sigma V, c'est une densité de force dans la direction V. Pour l'instant, j'écris ça, c'est un peu vague. Pour représenter les forces qui s'exercent à l'intérieur d'un matériau, il faut quelque chose qui a deux composantes. C'est-à-dire qu'on regarde dans une direction, quelles sont les forces qui s'exercent dans cette direction. Sur un plan, plutôt, on regarde les forces qui s'exercent sur ce plan. Et puis dans un autre plan qui est orienté différemment, on regarde les forces qui s'exercent sur ce plan. Il faut trois directions pour représenter ces forces qui s'exercent à l'intérieur d'un matériau. Ça, c'est un tenseur. Alors, définition d'un tenseur d'ordre N. C'est un tenseur, un vecteur V, un tenseur T associe TV, qui est un tenseur d'ordre N-1. Donc c'est un machin, un tenseur T d'ordre N, un machin qui s'écrit T, I, J, K, etc. avec N indice. Donc ce truc-là avec N indice, on multiplie par un vecteur et ça donne un tenseur d'ordre N-1, c'est-à-dire avec un indice de moins. C'est bien ce qui se passe ici. Quand on a un tenseur d'ordre 2, on multiplie par un vecteur, ça donne un tenseur d'ordre N2-1, c'est-à-dire 1. Et un tenseur d'ordre 1, c'est un vecteur. Ça veut dire que un tenseur d'ordre 1, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Et un tenseur d'ordre 0, c'est un scalaire. En termes de composantes, vous pouvez le penser comme une matrice. Donc un vecteur, c'est un tableau qui a une seule colonne, qui a une seule dimension. Un tenseur, ça peut être représenté par une matrice, donc avec des vecteurs et des colonnes. Un tenseur d'ordre 3, il y a une troisième dimension dans cette matrice. Il y a 4, 5 dimensions. Par exemple, pour représenter les coefficients élastiques d'un minéral ou dans la Terre, il faut un tenseur d'ordre 4. T, K, L. Après, ce tenseur, suivant les symétries du minéral, il a plus ou moins de composantes différentes. Il y a des symétries qui font que il y a certaines de ces quantités qui sont égales.
Ok. Bon, c'était une courte introduction aux tenseurs parce que ceux qui font de la physique parmi vous vont en réentendre parler.